Grosse célébration de la part des démocrates. Trump a reculé à Minnesota. C'est n'importe quoi. Je veux dire, si tu envoies 3000 soldats, puis tu descends ça à 2000, c'est pas vraiment reculé, hein? Je veux dire, c'est toujours ça qu'il fait, Trump. Il fait toujours comme une espèce d'exagération. Tu sais, je vais vous mettre 100% de tarifs. Finalement, il n'y en a pas. En psychologie, je ne sais pas c'est quoi sa formation. Il s'appelle Jean Poitras. Il a écrit un livre qui s'appelle Psychologie de la négociation. C'est un professeur au HEC à Montréal. Et il décrit 4 types. Puis il dit qu'on a toujours un sous-type. Fait que les types, c'est en négociation, le dur, celui qui va comme agir avec violence. Trump, c'est classique, le dur. Le mou, celui qui va toujours plier. Le collaborateur, celui qui est plutôt rationnel, qui va apporter des win-win, puis qui va dire regarde, je t'offre ça, c'est avantageux pour toi, c'est avantageux pour moi. Et le maquignon, qui appelle ça, qui est un peu, dans le fond, le cliché pour moi du maquignon, c'est l'arabe, là. Tu sais, c'est comme de dire, par exemple, hey, comment ça va, mon ami? Nanana. Donc, le maquignon, c'est une façon de parler de. L'exemple, c'est comme le vendeur de tapis, là. Tu sais, c'est-à-dire que, en fait, c'est que au travers de la négociation, puis tu sais, je disais pas ça du tout péjorativement, là, arabe, là. C'est vraiment juste comme classique dans la culture arabe de remarquer ce genre de négociation-là, mais c'est une négociation qui se fait essentiellement par le lien. Puis c'est un peu comme si plus tu passais de temps avec la personne, plus le prix baisse. Tu sais, tu lui serres la main longtemps, tu lui demandes des nouvelles de sa famille, il y a un lien qui se crée, puis on devient plus collaboratif. Pour moi, c'est comme. Anyway, c'est pas pour rien que le mis dans une autre catégorie, ils sont très différents. Ça ressemble beaucoup aux collaborateurs, mais c'est beaucoup plus émotionnel que rationnel. Et Trump, c'est un dur mou. Son deuxième type, c'est mou. Et donc, c'est toujours comme une espèce de menace dure, mais il plie après, il recule. On l'a vu de plein de façons. Là. Il veut le Groenland, finalement. Ah, j'ai une entente, puis l'entente, ben, c'est ce qui existait déjà. C'est toujours ça, le mou. Il veut, surtout le dur mou, le sous-type mou du dur, il veut toujours se sauver la face. Il y a beaucoup d'orgueil, puisque le dur est très orgueilleux. Bref, donc, je voulais contextualiser un peu de la théorie par rapport à ça pour expliquer que, bon, il dit que les démocrates se réjouissent qu'il y a eu un recul de Trump, mais il n'y en a pas vraiment eu. Et moi, je suis plus, en fait, ce prof-là, je l'ai eu, puis il m'avait utilisé comme exemple en disant que j'étais un collaborateur dur. Donc, mon réflexe naturel, c'est la collaboration. La collaboration, ça a beaucoup rapport aux lois, par exemple. C'est-à-dire, il y a des règles claires, voici, mais quand ça chie, quand ça marche pas, je deviens dur. Et donc, j'ai tendance à d'abord être très collaboratif et rationnel, mais s'il y a un conflit, s'il y a quelque chose qui bloque, s'il n'y a pas de rationalité de l'autre côté, ben mon réflexe, c'est de devenir plus dur. Il y en a qui pourraient être, je sais pas moi, un collaborateur maquignon, il essaierait d'aller chercher l'émotion. Moi, si je me fâche, dans le fond, t'sais. Mais bon, c'est juste ma typologie, c'est pas important, je suis pas là pour défendre mon point de vue. La raison pour laquelle j'en parle, c'est juste pour dire, du point de vue de la collaboration, pour moi, c'est une évidence que tout doit passer par les lois. Maintenant, les lois, c'est sûr que c'est problématique. J'ai lu des auteurs philosophiques très anarchistes. Je comprends une partie des arguments, surtout d'un point de vue spirituel, comme par exemple Jiddu Krishnamurti. On pourrait le considérer un peu comme un anarchiste, mais c'est vraiment plus du point de vue individuel de l'âme. C'est de se libérer des règles de l'esprit de façon à être libre dans sa conscience et donc évoluer. Mais d'un point de vue du social, si on veut prendre les 3 grandes sphères humaines, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, le corps, l'esprit et la société, du point de vue de la société, les règles, c'est juste une façon rationnelle de s'entendre. Donc, il y a eu un processus. On a voté pour du monde, il y a des politiciens qui sont mis en place, on a mis des règles pour qu'ils soient le plus juste possible. Et donc, quand on regarde du point de vue des règles, on peut voir, par exemple, que Trump peut mettre en place des lois qui sont problématiques. Donc, il ne faut pas avoir une attitude dogmatique par rapport aux lois. C'est pas juste de dire c'est rationnel, donc on va tuer du monde. Par contre, on voit bien dans la problématique des États-Unis en ce moment l'exemple de pourquoi on ne veut pas l'anarchie. Parce que là, il faut regarder les deux côtés de la médaille. C'est sûr, j'imagine comme vous, que je suis beaucoup plus du côté, comment dire, des citoyens qui se font tuer que de l'administration Trump. C'est n'importe quoi ce qu'ils font. Mais quand on regarde le détail légal, ça devient un petit peu plus intéressant, puis ça nous permet de faire un peu de nuance. Dans certaines entrevues, et dans beaucoup des slogans, ils parlent de nos voisins. Donc, les gens qui sont dans les rues, qui utilisent des sifflets, qui dénoncent ICE, qui font de l'obstruction au travail fédéral, ils parlent de leurs voisins intégrés dans la communauté en faisant complètement fi du fait que ICE cherche des immigrants illégaux. C'est ça qu'ils cherchent.
Là, maintenant, la problématique, et ils ont le droit. Je veux dire, tu sais, c'est comme un peu la définition. Tu es ici illégalement, ben on va te sortir. La problématique, c'est surtout comment ils le font. Comment qu'ils devraient le faire, ce serait qu'un mandat. C'est qu'un juge a regardé le dossier, puis il a dit, cette personne-là, c'est clair qu'elle n'a pas le droit d'être ici. On va chercher cette personne-là. ICE font un peu le contraire. Ils font comme les SS à l'époque de Hitler, c'est-à-dire qu'ils se promènent partout dans les rues puis ils cherchent un juif. Là, ils cherchent un immigrant illégal, qui est comme la figure du juif dans l'analogie nazie. Et donc, c'est sûr que ça crée une problématique parce que là, tu peux arrêter n'importe qui, le garder un mois en dedans, puis après un mois, on finit par trouver qui est dans le système, puis ah non, c'est un citoyen américain, on le libère. C'est évident que c'est mieux de procéder à l'inverse, de dire on va d'abord avoir un mandat d'arrestation contre une personne, on l'arrête, plutôt que d'aller n'importe où dans les rues comme ça. De là, la forme de résistance par rapport à la loi. Mais encore une fois, l'enjeu n'est pas vraiment à dire est-ce que les immigrants illégaux ont leur place? Et c'est là qu'on voit des débordements du côté des manifestants et tout ça, des gens qui dans le fond, se mettent sans... Ben, le dernier Préti est mort parce qu'il portait l'arme, là, ce qui est comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, ce qui est un peu n'importe quoi, parce que le port d'alarme, c'est un peu la religion de l'extrême droite, fait que pourquoi que porter une arme, c'est une problématique. Mais comme il l'explique, c'est sûr qu'un individu qui porte une arme peut un peu plus mettre les policiers en alerte, parce que c'est sûr qu'il y a une possibilité de conflit plus grand. Et donc l'escalade des armes, de là justement que c'est con leur argumentaire par rapport au deuxième amendement, puis tout le monde devrait porter des armes comme ça on va être en sécurité. Non, ça crée de l'escalade, eux-mêmes le disent. On a plus peur d'un individu armé. Bref. Mais nonobstant ça, ce qui est vraiment arrivé, dans le fond, c'est qu'ils font un peu du travail d'obstruction. Tu sais, c'est que si, mettons, le policier décide d'arrêter une femme parce qu'il pense qu'elle est peut-être une immigrante illégale, ben là, ils vont siffler, ils vont se bloquer. René Good avait mis son auto perpendiculaire. Donc, ils font de l'obstruction et c'est évidemment illégal. Et donc, on pourrait dire, pour simplifier, mais je ne suis pas d'accord vraiment avec cette simplification-là, évidemment, que les deux ont tort parce que les deux font des actions illégales. D'un côté, on a mis en place, au travers de lois que Trump a votées, une espèce de mécanisme qui ne fait pas de mandat et donc qui arrête des gens pour rien. C'est comme, je vais t'arrêter, puis après, je vais vérifier. C'est comme si tu arrêtais n'importe qui en disant, tu as peut-être fait de la vitesse, on va vérifier, on va te mettre un mois en prison. Ah, finalement, non, on n'a aucune preuve que tu as fait de la vitesse. Pourquoi j'ai été un mois en prison? Tu sais, j'ai perdu ma job, si ça fait pas de sens. Et donc, il faut faire attention quand on dit il faut suivre la loi, parce qu'évidemment, les gens qui ont une tendance fasciste peuvent mettre en place des lois qui ne font pas de sens. Et donc ici, ce serait le cœur du problème, ce serait le mandat. Mais de l'autre côté de la médaille, il y a cette espèce de position très naïve-là qui dit essentiellement que des immigrants illégaux, c'est des voisins intégrés. Ça veut un peu rien dire. Tu sais, je veux dire, s'ils sont vraiment illégaux, puis tu sais, d'ailleurs, je l'avais dit dans une autre vidéo, il y a même des papiers qui disent qu'avant ICE, Biden avait fait beaucoup plus d'arrestations d'immigrants illégaux que Trump. Donc, c'est pas que Biden refusait c'est pas que Biden voulait des immigrants illégaux, c'est juste que sa méthode était un peu plus lente. Et donc, c'est juste de l'impatience de la part de Trump, c'est de dire « Ah, le processus du mandat puis la recherche, c'est trop lent. On va juste comme débarquer dans les rues. » Le budget de ICE est plus gros que celui de l'armée américaine, pour te donner une idée. Fait qu'ils sont en train de créer une espèce d'armée dans la société qui va filtrer le monde, mais tout croche, sans processus judiciaire qui fait du sens. C'est-à-dire, on frappe d'abord, puis on pose des questions ensuite, plutôt que de dire, bon, ben là, on a le mandat contre cette personne-là. Et donc, ici, suivre la loi crée une forme de chaos qui peut faire penser un peu à l'anarchie. Mais, de l'autre côté, évidemment, étant donné qu'il y a un abus, ben là, tu as un abus aussi, c'est ça le problème du clivage, puis c'est ça le problème de la polarisation dans la société, c'est que là, de l'autre côté, tu as l'autre abus qui est de dire, ben, l'immigrant illégal, c'est un voisin intégré. Il n'est pas criminel. Il n'est pas en priorité comme criminel. Je suis plutôt d'accord avec cette affirmation-là, mais il demeure criminel. Je veux dire, sinon, c'est quoi l'illégalité? Fait que là, il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que là, des abus comme ceux que Trump font, fait que des gens de l'autre côté du spectre, on pourrait dire de l'extrême gauche puis de l'extrême droite, ont tendance à faire le même genre d'abus,
en disant: ben, finalement, la loi, c'est plus important. C'est pas grave qu'ils soient immigrants illégaux, c'est des humains. Oui, mais c'est pas vraiment la question. La question, c'est que si tu laisses n'importe qui rentrer dans le pays sans papier, sans vérification, ils ne sont pas dans le système, ben, à un moment donné, il va arriver n'importe quoi à notre pays. Puis c'est normal qu'il y ait un contrôle du flux migratoire. Encore une fois, c'est pas une question de, comment dire, d'humanisme. Mais tu sais, c'est sûr que il y a des situations comme, par exemple, beaucoup de gens dans des analyses un peu plus poussées vont dire que le système de réfugiés doit être révisé parce que c'est essentiellement du monde qui débarque en disant « je demande la protection du pays parce que si je retourne chez moi, je vais être tué ». C'est un peu toujours l'espèce de même argumentaire flou. Et donc, si je retourne chez moi, je vais être tué là, leur donne un peu le temps que l'État vérifie leur dossier. Et pendant ce temps-là, ben, ils se cachent un peu pour ne pas être retrouvés, pour ne pas être évacués. Je donne l'exemple de réfugiés, mais il y a plein de sortes d'immigrants illégaux, mais c'est une des grosses problématiques. Et donc, dans le processus même du réfugié, il y a comme un peu trop de laxisme. Fait que là, il y a du monde qui disent, ben, tu sais, comme les camps de réfugiés, par exemple, tu sais, proches des zones de guerre, puis là, on filtre les gens, puis une fois qu'on reconnaît qu'ils sont approuvés, ils débarquent au pays, puis sont déjà quasiment citoyens, résidents permanents, etc. C'est un processus qui fait plus de sens parce qu'on a clairement la preuve que cette personne-là est dans une zone de guerre, on a évalué son dossier, on l'accepte, puis quand elle rentre, ben là, il n'est plus question qu'elle n'a pas de papier, ses papiers sont déjà réglés. Les gens qui débarquent, tu sais, de Paris avec un passeport d'un autre pays, tu sais, je parle de Paris dans le sens, ils viennent en avion de Paris. Là, il y a un passeport d'un autre pays, ils demandent la protection, sont riches, tout va bien, tu comprends pas trop. Ça prend des années à analyser leur dossier. Une fois que leur dossier, finalement, est non concluant, qu'ils n'ont pas le droit d'être réfugiés, ils ont eu un enfant ici, se sont intégrés. Et donc, il y a vraiment des trous dans le système des réfugiés, ce qui est dommage parce qu'évidemment, ceux qui font de l'abus du système nuisent à la facilité d'accès du système de ceux qui en ont vraiment besoin. Mais bon, tout ça pour dire que de ramener ça à une espèce de « ça n'existe pas les immigrants illégaux » ou « ça n'existe pas les procédures judiciaires, on va arrêter n'importe qui, n'importe comment, puis on verra, puis c'est pas grave s'ils passent 2 mois en prison », c'est on voit encore une fois des problématiques des extrêmes. Les États-Unis est très classique dans ces extrêmes, cette polarisation-là, extrême gauche, extrême droite, etc. Et donc, plus il y a un clivage, plus il y a une possibilité de tension. Est-ce que le fait que Trump a reculé fait en sorte que la guerre civile est évitée? Mais pas du tout. Tu sais, je veux dire, il a envoyé 1000 soldats, 2000 soldats, 3000 soldats. Là, il y a une grosse backlash, il retombe à 2000. C'est son style dur mou, comme je disais au début. Mais il y a encore 2000 soldats qui vont continuer à faire la job. On va faire plus attention, ça veut dire quoi? C'est 2 meurtres en 2 semaines qui font aucun sens. Fait que bref, c'est ça. C'est la problématique des gens qui manquent de nuances. De là, pour moi, l'importance de la collaboration, comme je disais, mais dans le sens d'être rationnel. On met des règles en place au travers de processus démocratiques. Il faut les respecter. Vanter l'anarchie au nom que nous, on a la bonté naturelle, c'est implicitement permettre aux gens qui n'ont pas la bonté naturelle de faire n'importe quoi. Puis c'est ça qui est en train de créer des guerres un peu partout, des petits foyers comme des guerres civiles. Donc, moi, je suis vraiment pro-loi. Même si, ultimement, on peut en souffrir, ultimement, c'est le bon compromis. Tu sais, comme moi, j'enseigne à mon garçon, si jamais la police t'arrête, tu résistes pas, tu vas là, puis on engagera un avocat, je viendrai te voir, on va trouver les solutions. Mais résister à la police, c'est risquer sa vie, ça fait pas de sens. Et donc, pourquoi on serait d'accord avec les gens qui résistent à la police à ICE? Ben, c'est parce qu'il y a des abus. Et donc là, est-ce qu'on est vraiment devant une police ou on n'est pas devant des SS nazis, comme je disais par analogie? Et donc là, c'est là que peut-être la rationalité débarque, dans le sens où un moment donné, tu rentres dans une guerre de volonté et non plus de rationalité. Tu n'es plus dans de l'humanisme, puis de la compassion, puis de l'amour. Tu n'es ni non plus dans de la rationalité. Tu es rendu dans de la volonté pure. Il y a du monde méchant qui veulent corrompre un pays démocratique et en faire un fascisme. Et là, est-ce que la résistance est légitime? Oui. Mais la résistance est peut-être un peu plus comme ce que Black Panther veut faire, c'est-à-dire de se promener littéralement avec des armes puis de dire « Tu veux faire n'importe quoi avec tes armes, on va répondre par les armes ». C'est toujours la zone très problématique et très difficile à affirmer, mais ultimement, c'est le paradoxe de la guerre. Tu prends les armes de façon à désarmer ceux qui abusent des armes. Et tu n'as comme un peu pas le choix de te rendre jusque-là. J'utilise souvent une analogie très plate, mais je vais la répéter encore.
c'est un peu comme dire, moi, je suis pour la paix, et donc la femme qui se fait violer en plein milieu de la rue en ce moment, je ne ferai pas la guerre contre ça. À un moment donné, si tu es vraiment pour la paix, tu vas arrêter le gars qui fait l'agression envers la femme. Des fois, des femmes peuvent faire des agressions envers les hommes, mais bon, cette analogie-là, pour moi, est pertinente de dire, qu'est-ce que tu vas faire envers ce gars-là? Puis est-ce que tu appelles vraiment ça de la paix, de la laisser se faire violer? Moi, je trouve ça très hypocrite de le faire. Anyway.